La situation entre la Chine et l'Australie est tendue, et elle devient de plus en plus tendue chaque mois. Deux des courtiers en pouvoir les plus importants de l'Indo-Pacifique commencent à se heurter. Pour certains, cela peut sembler être une lutte géopolitique quotidienne. Les deux pays essaient d'étendre leur influence, ce qui signifie qu'ils finiront naturellement par entrer en conflit à divers moments en cours de route. Mais si tout cela est normal, pourquoi la Chine envoie-t-elle des navires de guerre en Australie ? C'est la question au cœur de cette vidéo, la sombre vérité derrière la décision de la Chine d'envoyer des navires de guerre en Australie. Et c'est bien pire que beaucoup ne le réalisent. Le 12 mars, le New York Times a été l'un des premiers médias à rapporter une série étrange de mouvements que la marine chinoise effectuait dans et autour des eaux australiennes. Pendant environ un mois, jusqu'à ce point, la marine australienne avait été en alerte maximale alors qu'une flottille de navires chinois effectuait un voyage qui les a vus faire un circuit complet autour de l'Australie. Au cours du voyage, les navires chinois naviguaient dans et hors de la zone économique exclusive de l'Australie, ou zone économique exclusive. Il s'agit d'une zone de 200 milles nautiques, adjacente aux eaux territoriales de l'Australie, dans laquelle l'Australie a le contrôle de plusieurs préoccupations économiques. La Chine a également mené des exercices de tir réels qui ont affecté l'espace aérien commercial de l'Australie, ce qui a contraint des dizaines de vols à être déroutés. Et ça a empiré. Les navires chinois semblaient opérer selon un plan distinct. Vers la fin de leur voyage, ils ont délibérément navigué au large de Perth, à un moment où un sous-marin nucléaire américain visitait une base navale à proximité. Ce n'est qu'après près d'un mois de ces opérations que les navires chinois ont terminé leur circuit et ont commencé à naviguer vers le nord en direction de l'Indonésie. L'Australie a essayé de minimiser l'incident. Elle a souhaité la répéter à plusieurs reprises au public que rien dans le voyage de la flottille chinoise n'avait enfreint aucune loi internationale, ce qui était techniquement correct. Cependant, elle ne pouvait pas échapper à deux problèmes clés. Premièrement, le voyage était le plus au sud et le plus proche de l'Australie que n'importe quel navire militaire chinois avait navigué à ce moment-là. Et deuxièmement, et beaucoup plus inquiétant, c'est combien la Chine a informé l'Australie de ses intentions. Absolument rien. À aucun moment la Chine n'a prévenu l'Australie que ses navires arrivaient, ou tenté d'obtenir la permission d'entrer dans les zones économiques exclusives de l'Australie. La Chine l'a simplement fait, forçant l'Australie à prendre conscience du fait que sa propre marine vieillissante pourrait ne pas être capable de repousser la Chine si Pékin se montre encore plus audacieux avec ce genre de mouvement. Le New York Times offre plus de détails sur la flottille chinoise. Il note que les 3 navires n'étaient pas particulièrement significatifs, du moins d'un point de vue militaire. Ils n'avaient certainement pas l'intention d'attaquer. La Chine a envoyé un croiseur, une frégate et un pétrolier de ravitaillement, qui à eux seuls ne pouvaient pas résister à la marine australienne. Certes, le croiseur et la flottille disposaient de 144 cellules de lancement de missiles verticaux, ce qui était un message en soi. Les 10 navires de guerre que l'Australie possède dans sa marine ne comptent au total que 200 de ces cellules. Mais l'attaque n'était pas le point. La Chine montrait plutôt à l'Australie qu'elle pouvait naviguer aussi près du pays qu'elle le souhaitait sans aucun souci. L'ancien employé du département de la défense australien et expert militaire Marcus Hellier a clarifié cela lorsqu'il s'est entretenu avec The New York Times. « Les Chinois nous montrent dans notre propre cours », a-t-il prétendu. « Nous ne pouvons même pas naviguer autour de notre propre pays », a-t-il ajouté, soulignant comment l'Australie dépend de pays amis comme la Nouvelle-Zélande pour ravitailler ses navires. Lors de voyages similaires à celui que la flottille chinoise a effectué autour de l'Australie. « Ils nous le frottent vraiment », conclut Hellier. Mais alors quoi ? Certains pourraient demander. Donc, la Chine a fait un tour de l'Australie avec ses navires de guerre. Ce n'est pas comme si la Chine avait attaqué directement, et comme le souligne l'Australie elle-même, les navires chinois n'ont rien fait d'illégal. Pourquoi ce voyage signifie-t-il que l'Australie a quelque chose à craindre ? La réponse est simple. Il y a une raison bien plus sombre derrière le voyage de la flottille chinoise. Cela révèle que la Chine ne fait pas simplement des exercices qui se trouvent être proches de l'Australie. Elle envoie des messages qui se résument en une simple déclaration que l'Australie doit être prête à affronter. La Chine se prépare pour un combat. Le 25 mai, 60 Minutes Australia a publié une vidéo YouTube qui approfondit les véritables raisons pour lesquelles la Chine envoie ses navires de guerre naviguer autour de l'Australie. D'emblée, 60 Minutes affirme qu'il y a une danse pour la dominance en cours dans l'Indo-Pacifique, et c'est une danse pour laquelle l'Australie est mal préparée. La force chinoise est bien plus puissante que celle australienne. Cette source affirme
suggérant que l'une des raisons pour lesquelles la Chine a envoyé ses navires de guerre en Australie est une simple projection de puissance. La source dit que l'envoi de navires de guerre chinois en Australie représente la nation qui fait étalage de son avantage naval. Mais c'est plus profond que ça. La Chine s'engage dans des actions de carottes et de bâtons qui montrent qu'elle joue un jeu beaucoup plus complexe dans l'Indo-Pacifique. Pour des nations comme l'Australie, qui font partie de l'hégémonie occidentale que la Chine s'oppose, Pékin montre le bâton quelque chose de dur pour frapper l'Australie, comme un trio de navires de guerre naviguant autour de ses côtes. Mais à d'autres nations, en particulier les petits pays insulaires proches de l'Australie, la Chine présente des carottes. Des offres de paix diplomatiques en quelque sorte, dont beaucoup impliquent à l'échange d'argent conçu pour augmenter l'influence de la Chine. Tout en grignotant la base de pouvoir de l'Australie dans l'Indo-Pacifique, la Chine joue un jeu très astucieux ici, et il ne semble pas y avoir grand-chose que l'Australie puisse faire pour y répondre. L'Australie essaie, bien sûr. L'équipe de 60 Minutes a rejoint l'équipage du Her Majesty's Australian Ship Hobart dès le début de la vidéo. Ce navire est l'un des plusieurs que l'Australie déploie régulièrement pour chasser les sous-marins. C'est une mission difficile en soi. Les navires de surface de l'Australie ne sont pas capables de détecter les sous-marins chinois, à moins que ces navires sous-marins ne remontent à la surface. Néanmoins, l'Australie essaie au moins de répondre en montrant qu'elle a sa propre puissance navale. Le problème, c'est que l'Australie n'est tout simplement pas assez forte pour repousser la Chine si et quand elle choisit d'attaquer. Cela nous ramène au concept de la Chine projetant sa puissance avec sa flottille. Le vice-amiral Mark Hammond, qui est le chef de la Royal Australian Navy, a dit ceci à 60 Minutes Australia à propos de ce que la Chine faisait en février et mars. Ils étaient ici, exprimant au monde leur capacité en tant que marine de haute mer à se déployer à travers l'Indo-Pacifique. Hammond croit que ce déploiement n'était pas un cas isolé, et que l'Australie est susceptible de voir davantage de la même chose dans les mois à venir. Mais Hammond a également voulu souligner que le mouvement de la Chine n'a pas été une surprise totale pour l'armée australienne, comme certains l'ont dépeint dans les médias. Nous sommes au courant de leur approche à travers l'archipel indonésien depuis un certain temps. 60 Minutes. Australia affirme que Hammond a déclaré que la marine surveillait les navires chinois. Mais les bateaux australiens ont cessé de les suivre une fois qu'ils ont traversé les eaux internationales, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas aussi rassurant que Hammond aimerait le faire croire. Le fait que l'Australie savait que les navires chinois arrivaient, et n'a rien fait à ce sujet, ne fait que renforcer le point de vue chinois, selon lequel il peut faire ce qu'il veut dans les eaux australiennes sans craindre de répercussions. Le fait que l'Australie ait arrêté toute sa surveillance une fois que les navires chinois sont entrés dans les eaux internationales est également un signe potentiellement inquiétant. L'Australie a-t-elle fait cela parce qu'elle pensait qu'elle n'avait rien à craindre? Ou ces navires ont-ils cessé de suivre parce que l'Australie pensait qu'elle ne pouvait pas se permettre de les épargner? Si c'est ce dernier, cela ne fait que prouver davantage le point de projection de puissance de la Chine. Pékin dispose d'une marine si grande et puissante que ses navires peuvent naviguer autour d'un pays massif. L'Australie ne peut même pas épargner les navires nécessaires pour s'assurer que ces navires chinois ne commettent pas de méfaits. Les perspectives ne sont pas bonnes pour l'Australie. Et si plus de navires chinois arrivent, comme le suggère Hammond, alors la Chine pourrait se livrer à des activités conçues pour pousser la marine australienne à sa pleine capacité. Voici la raison pour laquelle la Chine agit déjà comme si elle était en guerre avec l'Australie. Cela peut sembler être une affirmation audacieuse, étant donné que les navires chinois, comme le dit Hammond, peuvent connaître des interactions menaçantes avec les navires australiens. Il n'y a pas de missiles volants ou de torpilles dévalant à travers les eaux australiennes. Cependant, l'absence de confrontation physique directe, du moins pour l'instant, ne signifie pas que la Chine ne lutte pas déjà activement contre l'Australie. Grant Newsham, qui est un chercheur principal au Centre pour la politique de sécurité, décrit à quoi ressemble actuellement la guerre. S'adressant à 60 Minutes Australia, il dit que la conception chinoise de la guerre est très différente de la nôtre. Nous la voyons comme une course de 100 mètres, où vous vous approchez de la ligne et vous vous échauffez, et puis quelqu'un tire le coup de feu, et alors la course a commencé. Donc nous ne nous voyons pas en guerre, les Chinois le font. Et pour eux, la partie de tir est la dernière étape. Mais le reste, c'est cette guerre politique, la guerre économique, la capture de l'élite, la propagande, la guerre psychologique. Étant donné ce qui s'est passé avec la flottille chinoise en février et mars, il n'est pas surprenant que ce soit la réponse de Newsham. Lorsque 60 Minutes Australia a suggéré que l'Australie est déjà en guerre avec la Chine, maintenant, ce n'est pas le type de guerre traditionnelle que tout le monde attend. Pourtant,
La tentative de la Chine de déstabiliser l'Australie en projetant sa puissance va bien au-delà de l'envoi de quelques navires dans les zones économiques exclusives de l'Australie. Comme le mentionne Newsom, il y a des facteurs économiques en jeu, ainsi que des actions géopolitiques que la Chine prend, qui sont toutes conçues pour affaiblir l'Australie pour ce qui pourrait être un conflit éventuel. Sur le front économique, la Chine mène un jeu complexe de coercition, contre lequel l'Australie résiste depuis plusieurs années. Par exemple, l'Institut Lowy a publié un article en octobre 2022, soulignant que la Chine utilise la coercition commerciale pour nuire à l'Australie depuis au moins 2020. Cette année-là, la Chine a créé des mesures commerciales punitives et a suspendu tous ses échanges politiques de haut niveau avec l'Australie. Des sanctions informelles et des blocages commerciaux ont été mis en place. Tout cela en réponse à une série de différends entre la Chine et l'Australie qui ont abouti à la demande de l'Australie d'une enquête indépendante sur les origines du coronavirus disease 2019, dit l'Institut. Le centre d'études des États-Unis approfondit, expliquant que les restrictions commerciales de la Chine se sont étendues à la mise en place de tarifs sur des produits tels que le vin, l'orge, le bois et le bœuf. La Chine ne s'est pas complètement retirée du commerce avec l'Australie, mais elle s'est suffisamment retirée pour passer de 33% de toutes les exportations australiennes en 2020 à 27,6% en 2022. L'Australie a rebondi. Elle a trouvé de nouveaux marchés pour beaucoup de ses produits, ce qui signifie que les mouvements de la Chine n'ont pas créé les chocs économiques qu'elle aurait pu espérer. Mais c'est presque à côté de la question. Ce qui est vu ici est similaire à ce qui a été vu avec la flottille. La Chine, profitant de sa position de plus puissante des deux économiquement, a tenté de faire valoir son poids. Même si elle n'a pas atteint tous ses objectifs, elle a laissé à l'Australie le message que s'opposer à la Chine sur n'importe quel sujet. Même quelque chose comme l'origine de coronavirus disease 19 est suffisant pour Pékin pour déclencher une mini-guerre commerciale. Cependant, ces escarmouches commerciales sont mineures comparées à quelque chose d'autre que la Chine fait pour affaiblir l'Australie. La Chine courtise activement des partenaires australiens potentiels dans l'Indo-Pacifique. Le 28 mai, Al Jazeera a rapporté que la Chine organise une réunion de haut niveau avec 11 nations insulaires du Pacifique dans le but de renforcer les liens diplomatiques avec ces pays. Comme d'habitude, la Chine affirme que cette réunion n'a aucun but néfaste. C'est pour permettre le développement d'une communauté indo-pacifique plus proche qui a un avenir partagé, dit Pékin. Parmi les invités figurent des représentants de Samoa, des Fidji, des îles Cook et de Tonga. Catherine Yu d'Al Jazeera ne mâche pas ses mots lorsqu'elle rapporte le véritable objectif de cette réunion, qui est la 3e en 3 ans, et la première à avoir lieu en Chine même. Pour la Chine, c'est une occasion d'étendre son influence et d'élargir ses liens économiques. À un moment où les États-Unis montrent très peu d'intérêt pour cette région, dit Yu. Et nous savons de plus en plus que beaucoup de ces pays sont plus alignés sur la Chine, sur des choses comme l'investissement, l'infrastructure, le commerce, et même l'aide à la sécurité, ajoute-t-elle. C'est là que réside le problème pour l'Australie. L'une des raisons pour lesquelles la Chine fait toutes ces manœuvres de guerre subtiles, mais pas tout à fait, est que l'influence des États-Unis dans l'Indo-Pacifique est en déclin. L'Australie est étroitement liée à cette influence car elle compte sur les États-Unis comme partenaire de sécurité, par l'intermédiaire de l'accord trilatéral Australia, United Kingdom, United States. Un affaiblissement de la présence américaine équivaut à un affaiblissement équivalent de l'influence australienne dans l'Indo-Pacifique. Cela crée également des opportunités pour la Chine. On a mentionné plus tôt Tonga, et ce pays fournit l'exemple parfait de ce que fait la Chine pour accroître son influence parmi les îles du Pacifique près de l'Australie. S'adressant à 60 Minutes Australia, l'officier de district local de Tonga, Taishi Takao, a révélé des faits surprenants. Il dit qu'environ 80% des magasins et des entreprises en activité à Tonga sont maintenant détenus par des investisseurs chinois. Ils font du commerce, de la construction, de la quincaillerie. Ils pêchent, ils récoltent nos concombres de mer. La Chine a pu acquérir une telle influence sur Tonga grâce à une série d'investissements et de prétendus cadeaux de la Chine qui laissent maintenant Tonga redevable au pays. Le palais Saint-Georges, qui abrite plusieurs ministères du gouvernement de Tonga, était un cadeau de 30 millions de dollars de la Chine. Tonga a accepté 55 millions de la Chine pour construire le nouveau stade sportif qui accueillera les Jeux du Pacifique de 2031. Ajoutez à tout cela un prêt de 190 millions que Tonga a contracté auprès de la Chine pour reconstruire sa capitale après qu'elle a été détruite par des émeutes en 2006. Et il y a une image claire de ce que fait la Chine.
Pékin utilise la diplomatie du piège de la dette, et elle le fait pour nuire à l'influence de l'Australie dans l'Indo-Pacifique. Encore une fois, c'est un acte de guerre, juste pas un avec lequel tout traditionnaliste serait familier. L'idée derrière la diplomatie du piège de la dette est qu'une nation créancière comme la Chine accorde des prêts et propose des investissements à une nation emprunteuse. Tout cet argent vient avec des liens au-delà de la nécessité de rembourser. Souvent, la nation emprunteuse reçoit beaucoup plus d'argent qu'elle ne peut espérer rembourser rapidement. C'est le cas pour Tonga, qui est actuellement endetté envers la Chine à hauteur d'un quart de son produit intérieur brut annuel. L'astuce que la Chine utilise si bien est qu'il y a souvent des conditions dans les contrats qui profitent à la nation créditrice. En 2023, le Conseil des relations étrangères a révélé qu'une analyse de 100 contrats comme ceux que Tonga aurait signés avec la Chine le démontre. Ces documents contiennent quelques clauses intéressantes. Beaucoup empêchent la nation emprunteuse de restructurer sa dette ou de la transférer à un autre créancier, comme le Club de Paris. Cela est principalement composé de nations occidentales. Une autre clause a tendance à offrir à la Chine le droit d'exiger le remboursement d'une dette à tout moment qu'elle souhaite. Cela soulève de sérieuses préoccupations pour les nations piégées par la dette. La Chine pourrait décider demain qu'elle veut que Tonga rembourse tout l'argent qu'elle doit. Tonga ne peut pas faire ça. Donc, en guise de compromis, la Chine pourrait proposer une solution alternative. Par exemple, Pékin pourrait proposer de construire des bases militaires sur l'île en échange de l'annulation de la dette. Et voilà, la Chine a une autre position puissante dans l'Indo-Pacifique qui pourrait causer de sérieux problèmes pour l'Australie. L'Australie a été contrainte de regarder la Chine utiliser cette astuce encore et encore dans l'Indo-Pacifique. En 2022, la Chine a signé un accord de sécurité avec les îles Salomon. Un accord similaire a été créé avec les îles Cook au début de 2025 qui couvre le développement économique et la coopération maritime. La Chine s'incruste habilement dans le tissu même de ces nations beaucoup plus petites en offrant ce qu'aucun autre pays ne leur offre. Ces pays sont tentés de conclure un accord métaphorique, avec le diable s'ajoutant à la Chine, qui gagne lentement plus d'influence en érodant ses ennemis. Pensez-y comme une mort par 1000 coupures, avec l'Australie comme victime. Il est donc clair que la flottille chinoise, passant un mois à naviguer autour de l'Australie, a un but bien plus profond qu'il n'y paraît à l'origine. Oui, c'est une partie de la projection de puissance de la Chine, mais c'est aussi un signal de Pékin que la Chine gagne en confiance. La Chine a plus d'influence parmi les petites îles proches de l'Australie que jamais auparavant. Elle a le pouvoir économique de causer de sérieux problèmes à l'Australie, et avec sa flottille, elle dit à l'Australie qu'elle ne peut rien faire face à ces disparités de pouvoir. Tout cela est au service d'une chose, la Chine se prépare à la guerre. Comme le dit Hammond à 60 Minutes, les gouvernements australiens n'investissent pas des milliards de dollars dans les capacités militaires sans raison. Et il en va de même pour nous. Le gouvernement australien s'est engagé à doubler la taille de notre force de combat en surface et à transformer notre capacité sous-marine. Parce que notre évaluation de l'environnement stratégique est que c'est un investissement valable dans l'intérêt national. La traduction de l'Australie, c'est ce dont elle a besoin pour rattraper son retard, et elle doit le faire rapidement. Selon un article de mars, de l'Institut de politique stratégique australien, l'Australie doit avoir ses défenses prêtes dans environ 2 ans. Cela ne veut pas dire que la Chine envahira l'Australie en 2027. Cependant, 2027 est souvent présenté comme l'année où le président chinois Xi Jinping souhaite envahir Taïwan si la Chine réussit dans cette entreprise. Ce nouveau contrôle sur Taïwan, couplé à tous les jeux géopolitiques que la Chine joue dans l'Indo-Pacifique, laisserait l'Australie dans une position très vulnérable. L'Australie doit être prête pour ce qui vient ensuite. En ce moment, ce n'est pas le cas. Sur le seul front naval, la Chine compte 754 navires dans sa flotte, contre seulement 44 dans la marine royale australienne, selon l'agrégateur militaire Global Firepower. La Chine a des porte-avions, l'Australie n'en a pas. Pékin apporte presque 10 fois plus de sous-marins dans un combat, ainsi que des dizaines d'autres navires de guerre. Les 3 navires de la flottille qui ont navigué autour de l'Australie représentent une fraction de la véritable force navale que la Chine pourrait déchaîner contre l'Australie. Regardez ailleurs, et il est clair que la Chine est des années-lumière en avance. Elle dépense plus de 5 fois plus d'argent pour son armée chaque année que l'Australie. La Chine compte plus de 2 millions de militaires actifs, comparativement à 57 350 de l'Australie, ainsi qu'une force aérienne, qui est plus de 10 fois la taille de la force aérienne australienne. La Chine est tout simplement plus forte, et Pékin le sait.
Il semble donc que la véritable raison pour laquelle la Chine envoie des navires de guerre en Australie est simplement celle-ci. Elle est tellement confiante en sa position dans l'Indo-Pacifique qu'elle peut le faire sans répercussion. Il en va de même pour ses jeux de pouvoir géopolitiques et les mesures économiques qu'elle tente d'utiliser pour nuire à l'Australie. La Chine fait savoir à l'Australie et à toute autre grande puissance de l'Indo-Pacifique qui tente de se mettre en travers de son chemin, qu'elle est à la fois prête et capable de remporter un combat. La seule question maintenant est: que peut faire l'Australie à ce sujet? Maintenant, faites-nous savoir ce que vous pensez. La réponse à cette question peut se trouver dans les commentaires, ainsi que le partage de vos réflexions sur ce que la Chine fait actuellement dans l'Indo-Pacifique. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de nouvelles à jour sur les conflits émergents, et en cours en Ukraine, au Moyen-Orient et dans le monde entier.